Bonsoir, ce soir, Stanley Kubrick va vous apprendre à aimer la bombe. Dr Folamour 1964, mais d'abord, le Dr Watson reste introuvable depuis plusieurs jours maintenant. Son silence devient inquiétant, mais l'émission continue. Le général Ritter. Ici le colonel Mandrake. 1962, crise des missiles de Cuba. Le monde a 13 jours pour ne pas mourir. 2 ans après, Kubrick décide d'en rire. Certains ont hurlé au scandale, d'autres ont parlé de génie. Entre les deux, il y a ce film. La base est mise sur le pied d'alerte rouge. Vous ferez communiquer à toutes les sections immédiatement. Alerte rouge, oui, excellente idée, ça réveillera un peu le personnel. Allô, allô. Test de transmission du docteur Watson. Hercule ne mange pas de birdie nom-nom. Je répète, Hercule ne mange pas de birdie nom-nom. May the party will go on. Début de transmission dans 3, 2, 1. Allô Méling, j'espère que vous me recevez. Nous nous rapprochons lentement mais sûrement de notre bunker. Mais l'instant approche aussi où je serai de retour. Prenons patience. Pour l'heure, parlons du film Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, connu aussi par les francophones comme Docteur Folamour. Quoi de neuf, Docteur? Eh bien, une comédie noire et satirique pour vous servir. Un film culte, cultissime, du génial Stanley Kubrick, monstre sacré du cinéma. 1964, avant de nous plonger dans les abysses cosmiques de 2001 Odyssée de l'espace, avant de nous enfermer dans les couloirs hantés de The Shining, le maniaque du plan parfait et du mouvement millimétré offrait au monde une bombe satirique d'une précision nucléaire. Pas d'assouplissant coloré pour cette satire horacienne. Le noir et blanc brut donne un air quasi documentariste à ce film. Dr Strangelove est un ovni dans la filmographie de Kubrick. Une juxtaposition de différents huis clos, mêlant comédie, malaise et tension. Un cynisme glacial à faire tantôt sourire, tantôt frémir. Ben sans rire, me diriez-vous? Sans doute Kubrick choisissait-il de rire jaune en noir et blanc. Ce film est le miroir déformant de son époque. Une sombre caricature dépeignant deux puissances nucléaires avec chacun le doigt sur le bouton rouge. Froideur de la guerre froide. L'apocalypse pour Kubrick peut naître de la paranoïa ou de l'envie de tout faire. Et comment passer à côté de l'essence comique de ce film? Cet acteur caméléon qui enchaîne les rôles dans ce panorama glacial. L'homme des éléphants peints et des panthères roses, Peter Sellers. C'est un scandale, jamais je n'ai vu une conduite Qui semblable. d'autre pour incarner cette mosaïque de sociopathes aux tempéraments absurdes? Une jambe artificielle. 3 rôles, 3 personnalités. Le capitaine Mandrake, le président Moffley et bien sûr le docteur Strangelove lui-même. Fonctionner automatiquement. Eh bien, c'est une simplicité parfaitement infantile. Savant fou à la main récalcitrante. Je ne sais pas si ça vous amuse de jouer à ce jeu stupide,
Mais je crois savoir à peu près quel est le code de rappel et il faut que je contacte l'état-major du SAC immédiatement. L'inspecteur Clouseau peut aller se rhabiller. Selleuse incarne chaque personnage avec brio. Britannique flegmatique, président dépassé et nazi repenti en pleine rechute. En vrai théâtre de l'absurde version nucléaire. Permettez-moi, mes lignes, pour conclure, d'ajouter un champignon atomique à la soupe avec une comparaison anachronique entre Dr. Strangelove et Oppenheimer de Christopher Nolan. Avec presque 6 décennies de distance, ces deux films semblent se donner la réplique. Deux visions du même cauchemar, l'avant et l'après de la bombe atomique. La propagande communiste. Un hasard? J'en doute fort. Carnaval macabre cinématographique par excellence. Dr. Strangelove n'a pas pris une ride. Il suffit de prendre le pouls du monde actuel pour saisir la véracité prophétique de cette fresque absurde. Il est temps de mettre fin à cette transmission. Nous devons évacuer les lieux et rejoindre notre bunker. Watson, votre chroniqueur irradié, jubile et vous souhaite bon film. Souvenez-vous, si vous regardez ceci, vous êtes le Ciné-Club. Je répète, vous êtes le Ciné-Club. Je vous laisse sur ce bon mot. Si vous n'avez pas bon cœur, autant avoir votre bunker. Altitude 0. Libérez sécurité numéro 1. Sécurité numéro 1, libérée. Watson, vous êtes de bonne humeur et puis je sens que vous approchez de la lumière. Cette lumière, j'espère qu'elle vous ramènera jusqu'à nous. Voilà, chers téléspectateurs, il vous a parlé du carnaval macabre, de cette farce tragique. Laissez-moi vous raconter maintenant comment ce film est né d'une série d'accidents magnifiques. Parce que derrière cette satire glaciale se cache une histoire de chaos créatif, digne d'une pièce de Ionesco. Kubrick lit en 1961 Red Alert de Peter George, thriller glaçant sur la guerre nucléaire accidentelle. Il veut en faire un suspense hitchcockien. Sauf que pendant l'écriture, quelque chose d'étrange se produit. Plus il essaie d'être sérieux, plus ça devient comique. Un général paranoïaque convaincu que les communistes empoisonnent l'eau avec du fluor. C'est du Kafka qui vire au Mel Brooks. Je veux que tous les postes à transistors soient immédiatement confisqués et mis sous clé. Bien, mon général. Ils pourraient être utilisés pour donner des indications aux saboteurs. Alors, Kubrick lâche prise. Il appelle Terry Southern, écrivain de la Beat Generation, celui qui a écrit Candy, roman érotique qui a scandalisé l'Amérique bien pensante. Southern débarque avec son humour acide et transforme le thriller en bombe satirique. Cette réplique, devenue culte, « Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room », c'est lui, du Wilde en pleine guerre froide. Columbia Pictures panique quand Kubrick présente le nouveau scénario. Nous sommes juste après Cuba, le monde vient de frôler l'extinction et ce cinéaste veut en rire. Le studio impose un budget serré, 1,8 million de dollars. Cette contrainte va paradoxalement libérer la créativité. Pas de grandes batailles spectaculaires, tout va se jouer dans le verbe, dans les regards, dans cette tension électrique des huis clos, comme du Sartre, mais avec des missiles. Pour incarner cette démence bureaucratique, Kubrick a besoin d'un caméléon. Peter Sellers. Sellers devait jouer 4 rôles, dont le Major Kong, ce pilote texan qui chevauchera la bombe comme un rodéo. Il se prépare pendant des semaines, travaille l'accent, répète dans une maquette de cockpit, et puis 10 jours avant le tournage, il glisse sur un trottoir londonien. Fracture de la cheville. Le destin frappe comme dans une tragédie grecque. L'impression dominante sera plutôt un regret de ceux qui auront été abandonnés, combiné à un sentiment de curiosité pour l'aventure exaltante qui les attendra.
Kubrick cherche un remplaçant en urgence. On lui suggère Slim Pickens, vrai cowboy du Texas, acteur de western de série B. Chantez à la main la partie défectueuse. Et voici où le génie se niche. Kubrick ne dit jamais à Pickens qu'il tourne une comédie. Pickens joue tout au premier degré avec un sérieux absolu. C'est du Buster Keaton sans le savoir. Le comique naît précisément de ce sérieux total. George C. Scott, lui, c'est une autre histoire. Légende shakespearienne, il déteste la comédie, craint de se ridiculiser. Kubrick le manipule avec une ruse digne de Machiavel. Mandrake, vous rappelez-vous ce que Clémenceau disait à la Première Guerre? Non, je ne crois pas, non. La guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie aux militaires. Après chaque prise jouée normalement, parfait George, c'est dans la boîte. Maintenant, juste pour détendre tout le monde, refait la scène en exagérant tout. On ne l'utilisera jamais, c'est juste pour rigoler. Scott se lâche, fait des galipettes, surjoue comme un possédé. Kubrick filme tout. Au montage, il ne garde que les prises exagérées. Quand Scott découvre ça à l'avant-première, il sort furieux. Pendant des années, il refuse de parler à Kubrick, mais il finira par avouer qu'il avait raison. Can Adam, le chef décorateur, doit créer la War Room. Monsieur le Président, le secrétaire d'État est au Vietnam. Problème, cette salle est classée secret défense absolue. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Adam invente tout. Il s'inspire des casinos de Las Vegas, cette idée que la guerre est un jeu de poker où l'on mise l'humanité. Table de 15 mètres couverte de feutre vert, anneaux de lumière au plafond comme une auréole menaçante. Après la sortie du film, le Pentagone enquête. Comment Kubrick a-t-il obtenu ces informations? La vérité les embarrasse. Adam a tout imaginé, mais avec une précision troublante. De svidania. Reagan, devenu président, visitera la vraie Situation Room et dira déçu, celle du film était mieux. La fiction dépasse la réalité comme dans Simulacre et Simulation de Baudrillard avant l'heure. Kubrick tourne une fin que personne ne verra jamais, une bataille de tarte à la crème dans la War Room. Tous les dirigeants s'entretuent pendant que le monde brûle. Du Aristophane atomique, 3 jours de tournage, 2000 tartes et puis en novembre 1963, Kennedy est assassiné. La parodie devient obscène. Kubrick coupe tout, remplace par ces champignons atomiques qui fleurissent sur We'll Meet Again, chanson nostalgique de 1939. Le film sort en janvier 1964, triomphe critique, 9,5 millions de dollars de recettes pour 1,8 de budget, 4 nominations aux Oscars, 0 victoire. Tout va à My Fair Lady, cette comédie musicale consensuelle, mais cette défaite sert le film. Il devient immédiatement culte, adopté par les campus, par les intellectuels. Les cahiers du cinéma en font leur couverture. Le Pentagone publie des communiqués rassurants, ce scénario est impossible, nos systèmes sont infaillibles, sauf que 19 ans plus tard, en septembre 1983, l'impensable se produit. Fausse alerte nucléaire en Union soviétique, les ordinateurs détectent des missiles américains. Le protocole exige une riposte immédiate. Un officier de service, Stanislas Petrov, doit décider en quelques minutes. Il désobéit au protocole et ne riposte pas. C'était un bug, il a sauvé le monde, exactement comme dans le film de Kubrick. La satire était devenue prophétie, comme si Cassandre avait eu raison, mais en riant. Ce film résonne encore aujourd'hui. Docteur Folamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, la satire prophétique commence maintenant. Et le commandant alors? Strange eyes and strange love.